Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'honneur de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Cette semaine, le podcast est une présentation de La Joie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, autant résidentiel, commercial que industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de recommandations et de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Delta, qui est un manufacturier en robinetterie commerciale et résidentielle. Donc, c'est La Joie qui les représente. Donc, vous pouvez communiquer avec eux. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau, un super beau sac à laptop pour nos invités. Cette semaine, j'ai l'honneur de rencontrer Antoine Cousineau de Neuf Architectes. Sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Antoine. Avant la pause, on parlait, en fait la semaine dernière, on parlait de la transition avec M. Desmarais qui est tombé comme associé. Ouais. En fait comme retraité, puis quand il a vendu ses parts. Aujourd'hui, vous êtes rendu 13 à travers 3 bureaux, Ottawa, Montréal, Toronto. Toronto, ça fait combien de temps qu'il est ouvert? 4 ans. Okay. 4 ans que le bureau de Toronto est ouvert officiellement. Ça fait plus longtemps que ça qu'on travaille à Toronto, mais je veux dire, ça fait 4 ans qu'on est là. Puis c'est grâce à Lilia, qui est ma partenaire, un partenaire incroyable. Lilia et Azad qui ont pris le cheval de bataille de dire on ouvre Toronto. Ça s'est pas fait sans embûche, mais je veux dire, bravo, là, parce qu'aujourd'hui, on voit justement que c'est une autre planète, même Toronto, puis les opportunités sont immenses, vraiment. Puis, on parlait de partnership, là, tu me parles de Liliane et Azad? Lilia et Azad. Ouais. Quand toi, tu es rentré comme partner, ou quand vous avez racheté M. Desmarais, on parlait de l'antichambre. Comment vous faites pour sélectionner? Là, M. Desmarais avait ce talent-là de voir les key players à s'en venir, l'avenir. Qui s'en occupe maintenant? Bien, c'est un travail collégial qu'on fait. Puis le bureau est géré, puis tout le monde que je parle de ça, il dit « Vous êtes fous complètement » parce que c'est vraiment collégial. Il n'y a pas un partenaire qui est gestionnaire puis qui dit « Voici le plan. » On fait 2 CA par année. Puis c'est dans ces discussions-là qu'on discute de façon très collégiale, très ouverte, de plein de sujets, mais aussi du partenariat. Puis des gens, puis on fait le tour du bureau des gens qui ont un potentiel, des gens qui ont un intérêt aussi. Il y a des gens qui ont un intérêt, qui nous font savoir qu'ils ont un intérêt, puis nous autres, on trouve qu'ils n'ont pas nécessairement le potentiel. Il y a des gens qui ont le potentiel, mais qui ne font pas savoir l'intérêt. Puis il y a des gens qui ont le potentiel, puis qui ont l'intérêt. Fait que là, tu sais, on a ces 3, puis on discute ouvertement, puis on dit, OK, on essaie d'encourager, donner des opportunités, puis d'inviter ces gens-là à se rapprocher de nous autres aussi. Fait que là, actuellement, vous en avez combien dans l'antichambre, le club école? Ouais. Non, mais c'est... Non, on a cette année, on a créé, ce qui est une nouveauté chez nous, on est 13 associés, puis on a créé 11 directeurs. Okay. 11 directeurs qui ont tous une responsabilité de rayonner à travers le bureau. Je prends des exemples. On a une directrice financière, elle s'occupe de la santé financière du bureau, puis de nous ramener à l'ordre aussi. Parce que les associés, les architectes, des fois, ça peut être un peu partout. Elle fait sa job impeccablement. On a une directrice des offres de services pour justement la promotion du bureau. On a une directrice de communication, marketing, qui justement s'assure de rayonner à travers les réseaux sociaux, l'image de marque, la produire, etc. On a une directeur du bureau d'Ottawa aussi, Evelyne. Puis aussi des directeurs d'ateliers. Donc aussi, ces gens-là, c'est des gens proches du bureau. Puis on a Pablo aussi qui est au niveau directeur tout ce qui est image, design et rendu 3D. Donc, ils sont responsables d'une équipe. Habituellement, ces gens-là sont responsables d'une équipe plus ou moins grande. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être tous des associés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être des associés. C'est des gens qui sont plus proches.
Puis qui ont un bon potentiel. Puis il y a des gens qui ne sont pas là-dedans, qui sont aussi identifiés, qui ont le potentiel de devenir associés parce que ça prend certains profils. Puis il y a différents profils pour devenir associé. C'est pas juste un profil unique. Comment je dis ça souvent, j'ai l'image de t'as des associés qui sont des chasseurs, puis des associés qui sont des farmers. Puis il n'y a pas rien qui est péjoratif ni dans un ni dans l'autre. Au contraire, ça prend les deux pour que ça marche. Puis ça prend des gens qui sont capables d'aller chercher des jobs un peu partout, puis de créer le réseau de contacts, puis de représenter le bureau. Puis ça prend des gens qui font l'ouvrage, puis qui élèvent le standard du bureau à plein de niveaux. T'sais. Puis on est chanceux, on a cet équilibre-là depuis longtemps dans le bureau, dans les associés. Puis Dieu merci, je me suis entouré de gens qui sont différents de moi, puis c'est merveilleux. Puis c'est ça qui fait qu'on a un immense respect à travers les 13 associés. Puis c'est ce que je vois depuis toujours, en fait, le bureau. Moi, je l'ai vu, tu sais, les 3-4 associés du départ, les 5 associés de DCYSA, puis qu'il y avait toujours ce respect immense-là, mais les gens sont foncièrement différents. Tu sais. Si tu compares, mettons, Bruno à André, c'est deux personnes complètement différentes, mais les deux ensemble, tabarouette que ça marche, tu sais. Puis c'est un peu ça aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont différents, d'ethnicité différente, de background différent, d'âge différent. Tu sais, j'ai des partenaires qui ont 31 ans, puis 66, 67. C'est tout un range, là. Puis ça permet d'avoir aussi une vision globale. Ben, je pense que ça reflète un peu aussi votre champ d'activité. Tu sais, vous faites de tout. Tu sais, OK, tu fais pas de maison unifamiliale, là, mais, mais ce que je dis, sauf pour certains clients très privilégiés. Exact, parce que moi, j'ai déjà vu des plans. On appelle plus ça des maisons unifamiliales, on appelle ça des domaines. C'est ça, c'est exactement un domaine, mais puis l'autre chose, c'est des projets à très haute visibilité, là, parce que vous faites autant dans le public que dans le privé. C'est sûr qu'il te faut un melting pot de différents talents et de différents gens dans ça. On a une culture qui vient du privé. L'ADN de Neuf est du privé depuis toujours. D'ailleurs, le logo de Neuf, c'est un toit de maison parce que c'est notre ADN. Puis on fait du résidentiel énormément aujourd'hui. Puis M. Desmarais disait toujours, puis encore aujourd'hui, moi, je me vois répéter les mêmes maudites phrases, là, mais ça fait partie de l'ADN, de la culture, c'est que c'est pas les projets qui est important, c'est les clients. Puis ça teinte tout ce qu'on fait, puis même que ça teinte de façon positive. Moi, j'ai des clients qui sont devenus des amis, tu sais. Fait que là, tu sais, je m'en vais travailler, j'ai du fun à faire quelque chose que j'aime avec des amis. Ouais, Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie, tu sais? Non, mais c'est vrai, tu sais. Fait que... Puis on est capable d'avoir vraiment beaucoup de plaisir, même si c'est du travail, puis même si mes clients ils me rushent des fois, puis ils me posent des questions, puis des situations difficiles, etc., ça reste que je les appelle, puis on va-tu prendre une bière après, tu sais. Puis c'est le fun, tu sais. Ça c'est un plaisir, puis je suis pas tout seul dans cette situation-là. Beaucoup de mes associés ont cette... Fait que ça a teinté, puis ça... Fait que comme je disais, on a une culture du privé. On a volontairement opté d'aller dans le public, ce qui n'était pas notre champ d'expertise, pour diversifier un peu notre offre, pour aussi assurer la pérennité de l'entreprise, puis aussi d'avoir des projets différents, des types des typologies de projets différents, etc. Donc, volontairement, depuis des années, on souhaite avoir près de 20-25% de notre chiffre d'affaires qui soit dans le public pour équilibrer, puis aussi, la vie étant pas linéaire, il y a des hauts et des bas. Pour que certains marchés, c'est le principe d'avoir certains marchés qui sont dans le tapis, puis d'autres qui sont en creux. Fait que ça nous permet de passer les creux de vagues économiques, si on peut dire. L'atelier, comment c'est divisé? Est-ce que ça fonctionne un peu, comme tu viens de parler, des créneaux? Cette gang-là travaille sur tel type de projet? Ça se fait naturellement, dans le sens que chaque associé a son équipe proche. Parce que, tu sais, le côté humain, ça a toujours été notre... même si aujourd'hui, on est rendu 220, puis c'est quand même... c'est incroyable. Je le dis, puis j'ai la misère à le croire moi-même, là. Ça fait partie de notre choix d'être proche. Puis moi, tu sais, j'ai étudié pour être architecte, excuse-moi. C'est pas pour être gestionnaire, tu sais. Oui, je suis obligé de le faire parce que je suis aussi entrepreneur, mais ce que j'aime, c'est encore prendre mon crayon, puis dessiner, puis d'être impliqué dans les projets, puis d'avoir des discussions avec mes clients. Fait qu'on a une équipe proche d'à peu près 15 à 20 personnes maximum par associé.
pour être vraiment proche de l'équipe, savoir ce qui se passe, puis d'être impliqué dans les projets. Puis, veut pas, chaque associé n'a pas nécessairement une spécialité, mais on fait certains projets plus souvent que d'autres, donc on devient meilleur à certains trucs. Fait que j'ai des associés qui font plus d'industriel, qui sont très bons à faire l'industriel, des associés qui font plus du bureau, d'autres qui font plus du résidentiel, du commercial, etc. Fait que du master planning. Fait qu'on a, ça ne veut pas dire que si je fais juste du commercial, je fais juste ça. J'ai des projets résidentiels aussi, mais veux pas, les clients, ils viennent te voir pour les mêmes choses. Fait que ce qu'on voit, par contre, c'est que l'échelle des projets grandit maintenant. Puis c'est souvent du mix-use. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on combine 2 expertises ensemble, de 2 partners, puis on travaille ensemble. Ça, c'est merveilleux. Parce que tu as les acquis de deux partners qu'on travaille ensemble pour un projet de plus grande envergure, puis ça fait des meilleurs projets. Oui, bien, ça fait de meilleurs projets. Puis l'autre chose, ça doit aussi, ayant, mettons, chacun leur champ d'expertise. Je donne un exemple, mettons, quelqu'un qui fait bien gros du condo avec quelqu'un qui fait bien gros du commercial, mais là, on arrive avec une tour mix-use, tu mixes les deux ensemble. Les relations aussi entre les partners qui travaillaient, puis je le sais, là, pour avoir été à vos bureaux, là, c'est comme, c'est à air ouvert, tout le monde se parle, puis tout... il y a une excellente communication autant, puis je vois les associés se promener, mais ça doit aussi aider les relations entre les associés, qu'on est tout un peu dans notre bulle, puis que ça remixe ensemble. Oui, mais comme je t'ai dit, là, c'est le lundi midi, c'est presque sacré. Lundi midi, on dîne ensemble. Puis on dînait même en pandémie à distance, mais on dîne ensemble. Ça nous permet d'avoir ce pouls-là, puis de se parler. Puis les réunions sont toujours organisées de la même façon, c'est-à-dire qu'on fait toujours une section potin, puis qu'est-ce qui se passe dans le marché en commençant. Un tel puis un tel sont ensemble. Tel entrepreneur. Toutes sortes d'affaires, ça va de n'importe quoi. Puis je suis allé à un cocktail où j'ai rencontré telle personne, j'ai fait ci, j'ai entendu, il y a l'autre qui a retenu tel contrat. Ça nous permet d'avoir un pouls du marché assez proche de la réalité. C'est surprenant. À 13, là, on a une bonne vision du marché dans toutes sortes de sphères. Fait que on commence toujours comme ça, puis en même temps, on a du fun. Ça nous permet ça me permet il y a des histoires, des fois. Je vois un peu où est-ce que ça peut aller de temps en temps. Des fois, ça commence de hey, je reviens de vacances, je suis allé en Grèce, j'ai vu telle chose. Ça rend ça humain aussi, parce que on est en affaires, là, mais à un moment donné, faut pas juste parler business. Puis on a après ça des sujets d'affaires, on parle comme n'importe quelle entreprise de ressources humaines, qui est le sujet de l'heure de ce temps-là, de finances, de production, etc. Puis d'informatique, puis de tout ça pour qu'on puisse gérer notre entreprise. Tantôt, on parlait justement que vous faisiez des plus gros projets, mix-use, tout ça. Toutes la fille des coms fait une super job là, chez vous. Là, chacun de vos projets, on dirait que c'est comme vous réinventez l'architecture, vous... oui, gros ce que tu dis. Non, mais on dirait que c'est souvent, en tout cas, de tous ceux que je suis conscient, il y a plusieurs projets que c'est des projets signatures. Là. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Je ne prétendrai pas qu'on est des architectes signatures, absolument pas. C'est pas ça qu'on souhaite. C'est pas ça qu'on est. Est-ce qu'on veut améliorer la qualité architecturale de ce qu'on fait? Oui, puis c'est ce qu'on fait depuis 50 ans. Fait que, c'est un apprentissage, puis je vais être un aussi bon architecte que quand je vais prendre ma retraite. Parce que là, j'ai appris tous mes trucs, je les apprends à chaque année. Fait que mais c'est un défi puis un challenge qu'on s'est donné d'augmenter la qualité architecturale sur plein de volets. Puis des fois, c'est la matérialité, des fois, c'est la spatialité, des fois, c'est l'architecture elle-même. On remporte des prix, mais il y a des projets qui ne remportent pas de prix, qui sont des petits chefs-d'œuvre parce qu'ils sont dans le quotidien des gens. Puis ça, c'est une belle facette. Puis souvent, les gens s'en rendent même pas compte, mais je suis autour d'une table avec, je vais, mettons, souper avec des amis de ma blonde, ils me parlent de telle affaire, puis ils parlent de mon projet, là. Puis ils sont en train de parler, puis il y a d'autres qui sont allés visiter ça, sont allés faire ça. Puis c'est un plaisir aussi. Oui, bien,
Parce que tu parles de la fonctionnalité. Souvent, en architecture, on voit l'extérieur, on voit l'image que ça donne. Mais je pense que une de vos forces, pour l'avoir vécu de A à Z là, sur plusieurs projets, c'est vraiment tout le côté fonctionnel, le côté quotidien de l'utilisateur que vous mettez en application. À quelle place, on apprend ça? Là? C'est quoi le cours à l'université? Je pense pas qu'il y ait de cours, mais moi, j'ai un plaisir coupable. c'est niaiseux, là, mais j'ai fait plusieurs hôtels, puis ça m'est arrivé d'aller coucher dans les hôtels que j'ai faits, puis à chaque fois que j'arrive, puis je fais exprès, je dis à la personne au front desk, la fille ou le gars, de dire, moi, c'est la première fois que je viens ici. Je connais inside out, je connais pas les portes toutes, là, mais qui me l'explique. Qui m'explique, bon, ben, où il est où la piscine, est où, là, tu sais, juste voir un peu comment les gens le vivent, tu sais. Puis c'est surprenant, des fois, comment est-ce que je me fais expliquer. C'est vraiment surprenant. Je fais comme, ah, ouais. Tu sais, puis aussi, c'est des projets, mettons, que j'ai fait il y a 20 ans, comment ils ont évolué, tu sais. Puis avec la nature, avec l'opération, tu sais, les affaires qu'on avait toutes planifiées, organisées, puis que ça marche pas tout de même. Ça marche pas dans le quotidien, ça marche pas. D'autres affaires que ce qu'on avait planifié marche super bien, puis ils me l'expliquent comme je l'ai expliqué il y a 20 ans. T'sais. Fait que ça, c'est un petit plaisir que j'ai, que c'est niaiseux, mais c'est très drôle. Ben, c'est hands-on. Puis tu sais, c'est une belle... c'est comme tu valides ce que tu as fait, puis là, tu fais, hey, vous vous souvenez, tel hôtel, j'y ai été. Hey, on arrête de faire ça. C'est une fausse bonne idée. Là. C'est vraiment très drôle. Je parlais de tes projets, je sais que t'aimes pas qu'on dise projet signature, mais c'est quand même des projets très intéressants, puis de plus en plus gros. Comment vous gérez le risque? Parce que veux pas, quand tu fais, mettons, je sais pas, des boîtes à beurre, mais tout le temps les mêmes plans. Tu fais, mettons, un base building, ils se ressemblent tous, tu fais des strips comme ça se ressemblent tous. J'ai des condos en tête qui se ressemblent tous. Comment... Parce que, vous évoluez là-dedans, puis, il y a il y a certains risques, tu vas me dire qu'il est calculé, mais comment vous gérez ça, parce que, à chaque fois qu'on innove, ben, c'est un risque qu'on prend. De votre côté, à 220, c'est sûr, vous innovez, je vois des nouveaux projets. Vous êtes des gens qui vont rentrer des technologies ou des matériaux ou des choses dans les premiers, parce que vous rentrez. Comment vous gérez ça concrètement? C'est une très bonne question. Je te dirais, intuitivement, ce qu'on fait, c'est la confiance aveugle qu'on a les partenaires un vers l'autre. Puis on sait que tous les projets passent à travers un partenaire. Il n'y a pas de projet qui sort du bureau sans qu'un partenaire soit impliqué vraiment dans un projet. Fait que ça, c'est un premier filet de sécurité, si je peux dire. Deuxièmement aussi, c'est que souvent, quand il y a des innovations, des trucs comme ça, c'est pas moi qui fais ça tout seul dans mon coin, c'est que je vais m'asseoir avec Guy puis Louis, puis « Hey, là, j'ai tel matériau, telle affaire, t'as-tu déjà vu ça? » Ou j'ai mon éminence grise. Ça, c'est Richard Labonté qui on l'appelle éminence grise, mais je veux dire, il fait des audits de mes plans internes. Avant que ça sorte, des projets qui sont, même des fois qui sont en construction ou des fois qui sont en soumission ou au 30%, le chargé de projet, il faut qu'il aille s'asseoir avec Richard Labonté, puis il met le set de plans devant lui, puis là, il fait du red marking. Puis il le regarde, puis il dit « T'as-tu pensé à ça? Tu pensais à ça? Tu pensais à ça? » Puis quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, moi, j'ai un petit courriel qui s'en vient à mon bureau. Tu checkeras telle affaire. Puis c'est la même chose, il le fait avec tous mes partenaires. Fait que là, des fois, ça me permet de challenger mon chargé de projet. « Hey, telle situation, là. » Il fait comme « Comment ça, t'es au courant de ça? » Mais ça me permet de gérer le risque. Ta question, c'était comment on gère le risque. C'est un des outils. C'est pas juste un outil, c'est plusieurs outils. Puis, on a, à travers le temps, on s'est bâti plein d'outils informatiques pour... on innove, mais aussi, il y a tout un back-end en arrière. Un condo, tu réinventes pas tant que ça. Fait qu'il y a toute une connaissance qui a été acquise puis qui est réutilisée volontairement. Puis c'est la même chose que je parle de condo, mais si tu fais une épicerie ou si tu fais
un édifice à bureau, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. Puis plus je vieillis, ça c'est plate à dire, mais plus je vieillis, plus j'ai l'impression de faire les mêmes discussions, de parler de poubelles, parler de réglementation avec la ville, etc. Fait que c'est ça qui est les plus jeunes, mettons, qui travaillent, ont cet outil-là, ce template-là qui est déjà fait, puis qui passe à travers Richard, puis qui passe à travers Guillaume, notre BIM manager, qui a vraiment des outils pour pouvoir valider certaines choses, puis faire des spot checks en même temps. C'est sûr que ça doit aider énormément. Tu parles de BIM. Oui. Maintenant, faites-vous tous vos projets avec longtemps. Revit? Parce que, je dis ça, je la connais la réponse, là, mais vous avez été une des On a toujours été dans les précurseurs, puis ça me fait rire parce que c'est la mode depuis 5-6 ans que les gens sont tous BIM, etc. Puis nous autres, les premiers projets BIM, c'est en 2006. Là, ça fait 15 ans. Là. Puis on s'est enfargé comme tout le monde. On a appris à travers ça. Puis aujourd'hui, 100% de nos projets sont faits en Revit. À quelques exceptions, c'est que genre une phase 2 ou une rénovation intérieure qu'on a un plan existant en CAD. Mais c'est presque un emmerdement de les faire en CAD. C'est comme, ça fait partie de la culture. Là, puis ça fait longtemps, c'est pas genre depuis 1 an, là, ça fait genre 10 ans là, qu'on est vraiment... ça s'est pas fait de 100%, mais je veux dire, depuis 10 ans, on fait au moins 80% de nos projets, puis depuis 5 ans, c'est 100% au moins. T'sais. Fait que il y a une connaissance qui s'est montée, puis on a eu la chance, puis la grande chance avec le CHUM. Parce que le CHUM nous a amené à des années-lumière de où est-ce qu'on était. Puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas si niaiseux que ça, parce que la petite histoire du CHUM, je vais la résumer parce qu'on pourra en parler. On prépare 3 podcasts sur le CHUM. Exact. Puis je suis pas la bonne personne parce que j'ai été impliqué comme associé, mais pas comme responsable de projet. C'est Azad puis Jean-François qui étaient vraiment les moteurs de ce projet-là. Mais moi, je me souviens, quand Azad est arrivé, il dit, on a la chance d'être sur l'équipe B, parce qu'on était sur l'équipe B pour participer au design contest là, du CHUM. Puis notre réflexion à l'époque, puis là, on se reporte, on est en 2009 peut-être, 2007, 2008, 2009, en tout cas. Ouais, dans ces eaux-là. Là. Puis on s'est dit, OK, parfait, on embarque avec l'équipe B, puis parce qu'il y avait Canon Design qui a une expertise en hospitalière. Fait qu'on s'est dit, nous autres, on ne connaît pas grand-chose en hospitalière. On connaît le Montréal, on connaît les bâtiments d'envergure, mais hospitalier, on ne peut pas prétendre d'avoir cette expertise-là. Fait qu'on s'est embarqué là-dedans, puis on s'est dit, OK, nous autres, notre but, c'est de faire un super bon projet, de faire la période de qualification, de break-even au bout, de ne pas trop perdre d'argent, puis de s'être frotté à un milieu international, puis d'avoir cette expertise-là. Puis on a fait une bonne job parce que, puis pas juste nous autres, là, mais l'équipe a fait une bonne job, puis on l'a remporté. Puis là, je me souviens la journée qu'Azad est arrivé et dit finalement on a gagné, on a fait OK. J'ai une bonne et une pas bonne nouvelle pour toi. Ça a été what the fuck. Ouais, c'est comme comment on s'organise. Mais comme n'importe quelle situation, on l'a vu ça comme une opportunité. On dit OK, parfait, on s'organise. Puis où est-ce que je voulais en venir, c'est qu'à travers ça, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si niaiseux que ça parce que je reviens au BIM, on avait une infrastructure d'informatique d'une firme de 60-80 personnes, à l'époque. Pas d'une firme de 3000 personnes, Fait que là, puis on avait des méthodes, etc. Puis puis en fait, le Canon, on discutait avec eux autres, puis finalement, on était en avance sur plein de sujets, dont, pas nécessairement tout le BIM, mais puis beaucoup de choses au niveau technologique, au niveau d'infrastructure, de virtualisation. Déjà, nous autres, on était virtuels dans plein de choses, ce qui est aujourd'hui le quotidien de tout le monde, mais il y a 10 ans, c'était pas la même chose. Fait qu'on s'est rendu compte qu'on était, on avait certaines expertises là-dedans. Puis le BIM aussi, Guillaume qui nous a amené en apprenant des gens, des BIM managers de Canon, mais aussi de sa propre expertise, puis etc. Fait qu'on a bénéficié, puis ça nous a permis de pousser des outils qu'on n'aurait pas pu pousser dans un projet normal. Quand tu as des honoraires pour un projet qui est plus petit, tu peux pas te dire je fais du R&D pour développer des outils, tandis que dans un projet comme le CHUM, ça te permet de développer des outils qui maintenant rayonnent à travers le bureau. Ouais.
Puis à travers tous tes projets. Là. Puis il y a des outils qui ont été développés pour le CHUM qu'on sert à tous les jours aujourd'hui, tu sais. Puis des banques de librairies, de plein d'affaires qui sont dans notre quotidien. Fait que ça nous a fait amener encore plus loin qu'on était déjà par rapport au marché, tu sais. Tu parles, tu sais, de stock un peu. Je mets ça général, là, le mot stock, mais tu sais, de trucs qui ont été développés pour d'autres projets. Oui. Le fait que vous faisiez des projets au Québec, Ontario, restant du Canada, États-Unis, un peu partout à travers le monde. Tu sais, moi, je vois le code du bâtiment. J'ai un fascicule à peu près ça de gros. La moitié, c'est des mots-clés. Puis le reste, fait que, tu sais, je me retrouve avec peut-être 40 pages de code pour moi. Quand je switch de province, capable de s'adapter relativement facilement. Vous autres, vous avez, je ne sais plus combien de cartables, ça d'épais, qui se promènent à travers un code national du bâtiment et tu as le code du Québec, tu as le code de l'Ontario, Alberta. Comment vous faites pour gérer ça? Ça reste que c'est hyper complexe, un code. Oui, mais tu sais, ça finit par se ressembler à quelque part. Puis, tu sais, tu parlais des expertises qu'on a eues à travers plusieurs places quand on travaillait, mettons, en Europe ou en Chine. On travaille avec des architectes locaux aussi, tu sais. Fait que, tu sais, il y a cette... Tu n'as pas besoin d'avoir toute la connaissance. Tu as un apprentissage, c'est sûr et certain. Puis tu peux pas prétendre être spécialiste dans une contrée lointaine. C'est un non-sens. Là. Autant au niveau du design qu'au niveau... Parce qu'il y a une connaissance. On faisait des projets justement en Europe. Il y a des tabarouettes de bons architectes en Europe. Là, fait que tu peux pas prétendre que tu es meilleur qu'eux autres. Mais il y a un échange. Il y a des choses qu'on fait mieux ici. Fait que on faisait cet échange-là Puis c'est la même chose au niveau des codes, dans le sens que on vient avec nos préceptes déjà préconçus du Code national du bâtiment, mais le Code des États-Unis n'est pas très loin. Il y a des choses, des variantes, puis il y a beaucoup de normes NFPA qu'on côtoie déjà. Fait que tu sais, cette connaissance-là, mais c'est une humilité. Puis tu te dis, on retourne faire nos devoirs, puis on recherche, puis on valide. Puis on a aussi, tu sais, Guy puis Louis au bureau qui sont très forts en code. Je me souviens de Louis, là. Et là, je pense qu'il pouvait me sortir des codes. Il devait lire ça avant d'aller dormir. Là. Il les connaît par cœur au complet. On a tous nos qualités puis nos forces. Il y en a qui appellent ça des tocs, là, mais je suis sûr qu'ils ne forcent même pas pour les apprendre. Non, ça vient tout seul. Fait que c'est souvent d'aller contre-vérifier ces choses-là avec les experts qu'on a. Je dis souvent aux gens dans le bureau, toutes les expertises, on les a dans le bureau. C'est juste de trouver c'est qui. Ouais, c'est cogner à la bonne porte, là, tu sais. Mais tu parles, c'est ça, les expertises. Je regardais sur votre site web. Je pense, vous avez, tu sais, mettons, il y a les architectes, techniciens, les associés. Mais après ça, vous avez, tu sais, des architectes en paysagement. C'est quoi toutes les différentes expertises que tu as au bureau? C'est multidisciplinaire. C'est plus vrai que tu fais de l'architecture en étant seulement architecture. Tu fais de l'architecture en faisant du design urbain, en faisant du design intérieur, puis en faisant de l'architecture. Puis tout ce qui vient autour aussi, que ce soit du graphisme, que ce soit de l'architecture de paysage, que ce soit de la signalisation. Ça fait toute partie de l'architecture, tu sais. Avant ça, tu étais architecte, tu étais roi et maître, puis mais tu faisais 3 projets dans ta carrière. Je simplifie. Là, mais je comprends le concept. Aujourd'hui, tu en fais beaucoup plus, mais tu es généraliste dans tout. T'sais. Fait que là, tu essaies justement d'aller chercher l'expertise. Puis on pense que ça fait des meilleurs projets avec l'équipe. Puis c'est vraiment une affaire d'équipe. Bien, tu parles de justement multidisciplinaire, l'équipe. Tu sais, comme architecte, vous êtes un peu le gardien du projet. Tu sais. Fait que, vous êtes responsable de la coordination entre les différents intervenants. Comment tu trouves ça, coordonner avec l'ingénierie, mettons, la structure, le gars d'acier, l'ingénieur mécanique, l'ingénieur électrique,
Puis après ça, avec les différents corps de métier, parce qu'une chose, il faut que le monde comprenne, c'est que une fois que vous avez fait vos plans, il y a une équipe qui suit en arrière de ça, mais qui coordonne le projet au fur et à mesure. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Là. Comment vous gérez ça? T'sais, c'est sûr qu'avec le BIM, au niveau conception, j'ai vu une nette amélioration, plus facile, mais ça reste que vous en faites beaucoup à gérer. On a la chance d'être impliqué du début à la fin de la construction aussi. Mais c'est une affaire d'équipe, puis c'est pas facile sur tous les projets. On a la chance de faire des projets avec des clients, des entrepreneurs qu'on connaît bien, puis il y a des chimies qui s'installent. Fait que les gens savent où aller, quand arrêter, quoi fournir, etc. Fait qu'il y a des choses, ça c'est merveilleux, ça fonctionne vraiment bien. Il y a des situations comme n'importe quelle qui fonctionnent moins bien, puis là j'ai l'impression de gérer une garderie, même si c'est tout du monde de 40 ans et plus, c'est une garderie, puis là il faut que tous les petits amis prennent la corde, puis qu'on s'en va à la même place pour traverser la rue, t'sais. Mais ça, c'est les deux extrêmes, tu sais. Mais c'est une responsabilité qui est partagée dans le sens que, tu sais, un projet, puis c'est ça qui m'impressionne, c'est que, tu sais, souvent, je me promène dans les villes, je visite des villes, puis je vois des beaux bâtiments. La première réflexion que j'ai toujours, c'est, tabarouette, pour faire une belle réussite esthétique, il y a du travail de plein de gens en ingénierie, en construction, en architecture, puis l'architecte a été fort pour réussir à garder tout ce monde-là dans la vision qu'il y avait du premier coup de crayon, parce que c'est ça qui est le plus difficile, c'est que souvent pour des raisons budgétaires, des raisons de livraison, des livraisons, plein de bonnes raisons, puis des raisons financières, faut que tel financement soit attaché. Il y a plein de raisons qui font qu'un projet peut être moins suivre la ligne directrice du concept. T'sais. Mais quand il y a un concept qui est fort, qui est construit, bravo. Bravo à toute l'équipe parce qu'ils se sont tous ralliés à la vision. T'sais. Tu parles de vision, de valeur. C'est quoi les tu sais, on en a parlé un peu, le respect, tout le côté humain. C'est quoi les autres valeurs que vous avez chez Neuf? Bien, il y a une grande valeur d'avoir du plaisir. Puis, tu as dit humain, je vais leur dire une deuxième fois. C'est le côté humain, c'est ça qui prime tout. On travaille avec des humains, on travaille pour des humains. C'est un médium qu'on a, mais c'est le côté humain qui nous... Puis moi, j'aime ça faire ce que je fais à cause des humains, pas à cause de la brique, puis à cause du mur rideau, c'est à cause des gens que je rencontre. Non, mais c'est vrai, puis c'est ce que ça va faire. Fait que c'est vraiment ça, puis c'est pour des humains, en plus. C'est les gens qui vont l'habiter, qui vont le vivre, qui vont aller faire leur commission, faire la bibliothèque. Tout ça, c'est important. Fait que c'est notre valeur première. Puis ça teinte tout le reste. Ben, c'est sûr que, vous ne devez pas avoir énormément En fait, vous devez avoir plus de difficultés à trouver des nouveaux employés pour les nombreux projets que vous avez que de remplacer des employés qui quittent, là, parce que il y en a, là, comme dans n'importe quelle entreprise qui quitte, mais les gens, je me souviens de certaines personnes, c'est la fierté là, de travailler pour Neuf. Là. Ben, oui, c'est normal, là, mais je veux dire, on est chanceux, on est capable de garder nos bons employés de longue date, parce que on les traite bien, tu sais. Puis j'ai des collègues, ça fait 20 ans, c'est devenu des amis. Puis en général, c'est le commentaire que j'ai, c'est que wow, vous traitez bien vos employés, tu sais, de toutes les facettes, pas juste le côté monétaire, le côté l'environnement de travail. Je pense qu'on a un des meilleurs environnements de travail à Montréal, tu sais. Ça fait partie de notre thinking. Tu sais, quand on a fait le choix de s'en aller où est-ce qu'on est, c'était un gros move, puis ça faisait partie de notre stratégie d'avoir le meilleur environnement de travail, les meilleurs outils, les meilleures conditions, le meilleur côté humain aussi, parce que, tu sais, la vie n'est pas juste l'architecture, n'est pas juste le bureau, il y a un côté humain, fait que si tu es conscient que les gens ont une vie à l'extérieur, puis qu'il y a des aléas dans la vie, tu les accompagnes là-dedans, ben ça te revient d'une certaine façon, tu sais, puis ça te revient pas nécessairement en travaillant en plus, mais les gens sont fiers, respectueux, puis ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, ils sont reconnaissants. Fait que ça fait partie. Puis
Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est M. Desmarais, puis la génération de mon père, puis Bruno, puis nous autres qui font la suite de ça. Ça fait partie de notre ADN, tu sais. Puis on se force pas personne, puis c'est pas genre, on va écrire notre valeur. Non, ça fait partie de nous autres, tu sais. Ben, vous avez un esprit de famille qui est... tu parlais d'accompagner des employés. Il y a certaines histoires que j'ai entendues que... Toutes sortes. Tu serais surpris de voir ce qui se passe dans le bureau de 200 personnes. C'est plus qu'accompagner là, par moment, mais c'est ça. Vous les traitez comme du monde de la famille. Là, pareil comme si ta sœur est dans le trouble, tu vas être là pour elle de plein de façons. Fait que non, ça, c'est... ça, je pense que ça va être un bel héritage que tu vas laisser... que vous allez laisser, que M. Desmarais qu'on a fait laissé. perdurer. Ouais, puis c'est qu'on veut... que ça, puis, tu sais, c'est facile parce c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est les discussions qu'on a aujourd'hui au board ou les associés ensemble, c'est que... Ben, j'ai intégré votre antichambre sur masqué. Non, mais dans le sens que à 200 quelques personnes, 220, tu gères pas d'entreprise comme si tu étais 15. C'est pas la même chose. Puis tout te force à être plus corporate. Puis on fait tous nos choix pour ne pas être corporate. Parce que ça nous éloigne du côté humain, puis du côté rapproché de nos... Ouais, la proximité. Mais ça nous challenge nous-mêmes, là, parce que c'est pas nécessairement en ligne ces deux choses-là. Mais à date, on réussit, puis on fait des choix conscients pour ne pas être corporate, ne pas gérer ça comme une entreprise, comme tout le monde nous dirait de gérer ça. Parce qu'on veut que ça a la couleur neuve, puis ça a le côté humain de l'ADN que M. Desmarais a créé. Puis que moi, je me suis fait traiter comme ça. Je me suis fait traiter comme un humain à part entière, puis vraiment, avec tous mes hauts et mes bas, moi, je veux traiter les gens de la même façon. Puis c'est ça que je vois de mes partenaires. Mes partenaires agissent de la même façon. C'est à peu près uniforme, puis on s'est pas assis dans une pièce, dit OK, on va traiter nos employés comme ça. Ouais, non, toi, il faut que tu sois humain. Non, ça se fait naturellement. T'sais. Ben, je pense que autant qu'on... Tu sais, comme quand tu vas chercher des partnerships, autant que des fois, on souhaite que il y ait un core qui soit similaire, autant que des fois, on veut, pour pouvoir mieux gérer la business, on veut du monde d'un peu de toutes les couleurs, un gars technique, un gars comme ça, un caractère comme ça, un caractère comme ça. Il y a des noms qui viennent chez vous quand je nomme le mot caractère, mais tu veux du monde plus smooth, du monde plus hands-on, du monde qui vont prendre un leadership. C'est sûr qu'en faisant ça, je pense, vous assurez une belle pérennité. Puis en même temps, il y a un individu X qui va marcher avec un caractère X, puis inversement, que des fois, ces deux caractères-là ne seront pas compatibles, fait que tu vas pouvoir le passer d'un bord puis de l'autre. Effectivement, puis ça nous arrive, il y a des employés qui rentrent chez nous, puis mettons, ils travaillent avec moi, puis il n'y a pas de chimie. Ça se peut, là, tu sais, puis... Mais avant de dire, OK, thanks but no thanks, la première réflexion, c'est est-ce que ça pourrait fitter avec quelqu'un d'autre? Puis des fois, on est surpris. Ça marche pas avec moi, mais avec un autre associé, tabarouette, c'est une fusée, genre, puis ça roule, puis il n'y a pas d'autre raison que la chimie. Fait que, tu sais, ça permet cette chose-là, puis l'inverse est vrai aussi, tu sais. Fait que, puis, tu sais, on se sert de cette différence-là, parce que, comme je disais, on est tous des associés différents, puis on discute de tous les sujets, les associés ensemble le lundi. Ben, on n'a pas toutes des bonnes idées. Des fois, puis moi, le premier, souvent, je sors des idées, mais on fait toute confiance au processus. C'est-à-dire que je prends un exemple, je lance une idée, on devrait faire telle chose en communication. Tout le monde me regarde, t'es-tu fou, genre? T'sais? Puis là, moi, j'ai déjà essayé telle chose. Puis là, on en discute, puis finalement, l'idée n'est pas retenue. Je me retourne chez nous, je suis un peu frustré, mais 2-3 mois plus tard, on me dit, c'est qu'on a pris la bonne décision, puis j'avais pas raison. Ouais. Fait que, puis à l'inverse, tu sais, des fois, moi ou un autre associé lance une idée, puis elle passe le test, puis on a regardé toutes les facettes, puis on la met en place. C'est rare qu'on se trompe. Tu sais, je te dis pas qu'on n'a pas un track record parfait, mais je veux dire, c'est rare qu'on se trompe parce que ça reste une belle représentation de la société en général. Tu sais, on est comme des âges différents, des facettes différentes. Fait que on a regardé plusieurs facettes, tu sais, de l'opportunité ou de la décision qu'on prend. Puis, tu
tu sais, des fois, l'idée qui est lancée, en fait, souvent, j'allais dire des fois, souvent, l'idée qui est lancée sera pas... C'est bien rare que tu lances une idée puis c'est elle qui est mise en place tout de suite, tu sais. C'est rare. Mais tant mieux, des fois ça arrive, mais c'est l'exception plutôt. Puis moi, je me sers souvent, en fait, on a cette complicité-là, Jean-François, qui est un de mes partners. J'ai étudié avec lui à l'université. On est des personnalités différentes, mais on a une complicité depuis toujours. Souvent, je vais tester mes idées avec lui. Puis si... il fait un pré-antichambre, tu sais, t'en penses quoi? Il y a bien des idées qui meurent. Là. Mais quand je passe le test de GF, je vais en proposer au board. Parce que ça permet de tester. Puis, tu sais, il y a une capacité analytique que j'ai pas parce qu'il est vraiment différent de moi. Puis à l'inverse, il sert de moi, je suis sûr, de d'autres façons, puis c'est bien parfait, puis c'est comme ça qu'on fait une belle réussite. Là. Ouais, ça, c'est pour ça que vous faites un top team. Puis, tu sais, on parlait, tu sais, l'idée one, souvent, tu sais, je le vis avec la joie. On amène l'idée one, puis tu sais, c'est drôle parce que dans les dernières semaines, on est en train de faire notre plan triennal, puis tu sais, on amène des idées, puis moi, je suis un peu comme toi, tu sais, j'amène plein d'idées, puis je fais avec Nick, tu sais, ou avec Fred, tu sais, selon l'idée, si c'est bien chiffre ou si c'est bien marketing, tu sais, je pitch les idées, mais bien souvent, cette idée-là, on part, puis là, on fait, OK, là, on la fait évoluer, puis ce que j'aime, moi, c'est souvent le processus, tu sais, puis tu sais, je prends beaucoup de notes, puis là, je dis, hey, les gars, vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand on a pris cette call-là, regardez qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui. Ouais. Puis un peu le podcast qu'on est aujourd'hui, c'est parti d'une idée qu'on voulait rencontrer plus de gens. Puis tu sais, veux pas en plomberie, ben les gars que je rencontre s'appellent des ingénieurs en mécanique, puis ça rencontre des mettons, ingénieurs mécaniques, des plombiers, quelques grossistes. Puis là, moi, je disais, c'est plus que ça, tu sais, on offre un service, on offre, tu sais, puis c'est le relationnel qui est beaucoup plus important que le produit final, tu sais, le robinet X puis le robinet Y, bien souvent, là, ils se ressemblent, parce que tout le monde prend les mêmes designs. Il met de l'eau chaude et de l'eau froide. Ouais, c'est ça, tu sais. À la fin, ça reste que tu t'en sers pour te laver les mains, remplir un chaudron, puis par contre, l'histoire puis la relation en arrière de ça, c'est plus important que le produit en tant que tel. Fait que c'est un peu là que le podcast est né. Puis un matin, je me réveille, je fais faudrait passer à des podcasts. Il fait OK, cool. Puis là, deux jours, là, il fait ouais, mais il n'y a pas de podcast la construction. OK, ben, parfait. Là, je me souviens plus, là, je fais hey, on va faire un podcast, tu sais. OK, cool, on le fait. C'est comme ça que c'est né, tu sais. Mais ça a parti d'une idée qu'on voulait rencontrer plus de gens. T'arrives 47 ans, t'as vécu les transitions un peu des anciens partners ou même ton père tout récemment, tu sais. Je sais que ça fait quasiment un an et demi. Là. Ouais. Puis là, tu arrives à 47 ans, je sais que tu vas sûrement, à 70 ans, tu vas être encore là. Je suis certain que c'est toi en plus qui a mis la règle du 70 ans. Tout le monde voulait 60 ou 65. Non, c'est pas moi. C'est mon père qui l'a imposé. Mais honnêtement, je vois pas de fin. Dans le sens que j'aime ce que je fais. C'est sûr qu'un jour, il va falloir que je laisse la place à d'autres. Puis je la laisse déjà parce que on est, comme je disais, très horizontal. La vocation, c'est que les partenaires soient égaux. Puis c'est ça qu'on véhicule, c'est ça que les décisions se prennent aussi. Il n'y a pas un partenaire parce qu'il est plus là depuis longtemps qui a plus de valeur qu'un autre. Même les plus jeunes partenaires, on leur voit autant que les autres. Fait que ça teinte beaucoup. Moi, j'aime ce que je fais. Je me vois encore pour les 25-30 prochaines années à faire ça. C'est sûr qu'à un moment donné, le physique, il va probablement me dire de ralentir. Mais mon but, c'est d'accompagner
cette entreprise-là, puis qui est mon bébé à quelque part le plus longtemps que je peux, puis de trouver la place que je vais pouvoir aider. À un moment donné, je ne serai plus partner, puis c'est bien correct, mais est-ce que je vais pouvoir aider? Si c'est une journée de temps en temps, ben, je vais être là, puis ça va me faire plaisir, parce que j'aime ce que je fais. Tu penses-tu être... Tu sais, comment tu vas le... Ben, en fait, on va parler de quand tu as commencé comme partner. Quand est-ce que tu t'es senti, tu as fait, oui, moi, je peux prendre les rênes ou ce rôle-là. Je sais que M. Desmarais t'a guidé pas mal, mais on a toute notre petite voix intérieure de, tu sais, comment tu penses comment ça s'est passé à l'intérieur de, oui, je peux être partner, puis de l'autre côté, tu penses-tu avoir cette même petite voix-là qu'elle va te parler quand tu vas dire, je suis prête pour la retraite? Je pense que oui, parce que j'ai pas un grand ego non plus, puis j'ai pas... on verra, c'est facile à dire aujourd'hui, Ouais, peut-être dans 20 ans, je vais avoir un autre discours, mais en tout cas, mon but, au contraire, puis même dans les projets, si quelqu'un est capable de prendre la place, je vais y laisser la place. Je vais l'accompagner dans mes plus jeunes. Mettons, je fais tout pour les mettre en avant, fait que tant mieux s'il y a quelqu'un qui me challenge à aller... cette voie-là, je pense que ça va se faire naturellement. Est-ce que je vais être prêt? Probablement pas. je parle Puis, toute ma vie, j'ai tout fait pour construire, bâtir. Là, il va falloir que je laisse aller. Il y a sûrement une période d'apprentissage qu'il va falloir que je fasse, là, puis je la ferai, etc. Mais je pense pas avoir de problème à faire ça parce que j'ai vu le mauvais côté, d'être de l'autre côté, d'être le plus jeune, puis de quelqu'un qui lâche pas le morceau. J'ai vu ce que ça peut faire, puis je veux pas ça pour d'autres. Parce que je l'ai vu, puis ça peut désintéresser vite des gens qui ont plein de potentiel, puis plein qui va juste nous amener ailleurs ou amener neuf encore plus loin. Fait que non, je pense pas que j'ai cette ouverture-là, puis les gens savent là, qu'ils peuvent parler ouvertement de n'importe quel sujet avec moi. Là. Non, ben cette transition-là, je vois souvent le top player au hockey qui fait la transition vers le coaching. Puis je pense que le processus que vous avez mis en place, vos expériences que vous avez eues de ce type de transition-là, je pense que vous faites déjà du coaching pour faire la transition. Puis juste aussi le fait que, oui, tu es impliqué dans le projet, mais on parlait de 20% de directement, que là, vous passez déjà à l'autre volet qui est plus coaching, oui. Admin, tout ça. Puis, c'est quelque chose qui est fait de façon consciente, les associés ensemble. On parle déjà, dans nos réunions d'aujourd'hui, des associés dans 4-5 ans. Notre structure organisationnelle est déjà faite pour qu'il y ait de la place pour ces gens-là, pour qu'on ait une mécanique financière qui marche, qui soit intéressante, puis qu'il y ait de la place pour ces gens-là, qui sont peut-être pas prêts aujourd'hui, mais on sent qu'ils vont l'être. Puis est-ce que c'est ABC ou c'est XYZ? Ça, c'est le temps qui va dire, puis ça va être l'intérêt aussi. Parce que nous autres, on peut peut-être dire « cette personne-là est super bonne, mais elle, ça ne l'intéresse pas. » Ça se peut aussi, tu sais. Puis aussi, il y a peut-être des opportunités qui vont se créer dans le futur qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais notre mécanique, elle est faite pour ça. Puis elle est préparée, elle a été pensée pour ça. Fait j'ose espérer qu'on va continuer à faire ça, puis que plus tard, ben, ça va être ça aussi, là, tu sais. Il me reste 2 questions pour toi, Antoine. Je sais, en fait, il m'en reste 40, là, mais ça. J'en ai 2 qui me viennent en tête. Y a-tu un projet particulier que tu es un peu que tu es plus fier ou que tu as dit, à partir de ce projet-là, j'ai steppé up? Y en a-tu un en tête qui c'est sûr. Il y en a un qui m'a challengé le plus. C'est la tour Air Canada au centre-ville, 36 étages, qui m'a challengé pour plein de choses parce que des bâtiments de 30 étages ou de 36 étages, il n'y en a pas tant que ça. Puis je l'ai fait. Je suis pas si vieux que ça pour avoir fait plusieurs gratte-ciels, mettons, là, si on peut dire. Parce que c'était moi qui étais frontline. Puis j'avais un client j'admire énormément, mais qui est très challengeant, qui est très demandant,
qui m'a demandé d'être au plus haut de ce que je suis capable de donner, dans tout ce que je suis capable de faire. Fait que la Tour Air Canada au centre-ville, c'est mon challenge à moi qui m'a amené plus loin. Puis une fois que tu as fait ça, avec tout l'environnement, le challenge, le budget, le client, la complexité de ce projet-là dans un contexte centre-ville, le reste, c'est comme, pas facile, mais je veux dire, je n'ai vu pas mal, tu sais. Ouais, ça a dû te donner un niveau de confiance. Qu'après ça, je dis pas que les autres projets, comme tu dis, qui sont faciles, mais t'as passé à travers. Souvent, c'est la première fois. Une fois que t'as passé là, tu fais ouais, je suis capable. Là, oui, ça sera pas facile. Là. Je sais, je vois encore sur certains projets que tu fais. Ouais, on fait ça. Ouais, mais c'est ça. Ça sera pas facile, mais Mais parce que t'avais tout, t'as une connexion métro, t'as 5 étages de stationnement, t'as du commercial, t'as du bureau, t'as du résidentiel, centre-ville, bâtiment existant à côté, façade existante à conserver. Le whole shebang, comme on dit. Ouais, je sais que ça m'a surpris quand j'ai vu ça. T'étais quand même 30 ans de carrière. Je sais que ça ne te rajeunit pas, là, mais puis sûrement plus parce que tu avais commencé. Si, mettons, on met les projets de côté, de quoi tu es plus fier de ton parcours? C'est une très bonne question. Je suis fier d'être la personne que je suis, parce que c'est facile de monter à la tête. Puis dans tous les domaines, puis dans l'architecture, il y a des prix, il y a des reconnaissances, des affaires construites, puis des choses comme ça. Puis on gagne bien notre vie aussi. Fait que c'est facile de s'enfler la tête. Puis j'ai vu certains collègues qui ont pris ce parcours-là, puis ça n'a jamais été moi, puis ça sera jamais moi. Puis ça, je suis fier de ça, d'avoir gardé ce côté encore humain-là, mais encore le côté humilité. Oui, je fais de l'architecture, mais je chauffe pas de vie, C'est pas vrai que je chauffe des vies. Je vois pas sa lune non plus. Fait qu'à un moment donné, oui, je suis chanceux de faire ce que je fais. Aucun doute. Je pense que je suis talentueux pour faire ce que je fais, mais je chauffe pas des vies. Fait que, puis la personne à côté de moi a fait des choses aussi importantes que moi, C'est... tu me donnes des petits frissons. C'est pas le but. Non, je sais, mais je pense que ça va être notre mot de la fin, Antoine. Ce fut un énorme plaisir. On se voit pas assez souvent. T'as raison. Faudrait se voir plus souvent. Des conversations comme ceux-là, c'est tout à ton honneur. Ben, en fait, je vais envoyer ça plus loin. C'est tout à l'honneur de l'équipe de Neuf de rester comme vous êtes. Je pense que vous avez parti de solides bases, mais de les garder comme vous avez fait là, avec l'humilité, le respect, puis de garder tout le temps le pour qui, pourquoi, avec qui est l'humain en arrière de ça. C'est... changez pas. On n'a pas l'intention. Non. On risque de vous suivre encore partout sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui les voient pas, allez vous connecter sur Neuf Architectes. Il y a beaucoup de projets que vous sortez. Vous avez sorti 7500 projets. Fait que vous allez les voir passer. C'est des très beaux projets. Un énorme merci. Merci, Bruno. Je le sais que tu n'avais pas le temps. On l'a remis quelques fois aussi. On parlera pas de ça, mais, non, mais je le sais, Antoine, tu n'avais pas le temps. Puis je voulais, parce que je te connaissais, je voulais absolument que le monde connaisse ton parcours. Fait qu'un énorme merci. Je pense que les auditeurs vont avoir adoré. Très possiblement, un moment donné, j'aimerais ça qu'on en fasse un deuxième parce que de toutes ces questions-là, j'en ai passé peut-être 5 quand on passe sur des sujets. Fait que pour les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié la conversation avec Antoine. Puis on se voit la semaine prochaine avec un autre entrepreneur et un autre parcours incroyable.